Ça, c'est pour moi typiquement des signaux où je me dis, oulala, attention, ça commence à partir en vrille. Il y a des gens qui dépensent 700 000 $ pour quelque chose qui ne sert absolument à rien. Mais là, acheter du Solana quand ça valait littéralement rien. Hein. Alors, peut-être que t'en as acheté en 2021 ou t'en as racheté pendant le crack. Mais voilà, pour ceux qui se disent, ah, mais moi j'ai raté le train, bah regardez, vous aviez littéralement entre juin 2022 et octobre 2023 pour acheter du Solana sur des prix qui sont très proches de ceux de notre ami. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va aller très loin dans la tech puisque je vous présente le profil d'un étudiant qui a fait fortune dans la tech et qui étudie l'IA. C'est parti. Notre étudiant en IA, patrimoine brut de 117 000 €, c'est plutôt costaud. On va voir son âge. Et surtout, bon là, première remarque, son patrimoine est à une écrasante majorité en crypto, 84%. C'est quand même très intéressant. A priori, il a pris des gros risques. Étudiant en 23 ans, première année de master informatique spécialisé dans l'IA. Là, typiquement, on me demandait on me demande tout le temps comment devenir riche concrètement. Une des façons de devenir riche, c'est d'étudier le sujet qui va probablement changer le monde. L'IA, mais même d'être développeur, ça va vous permettre de facturer vos services et donc de pouvoir demander des salaires très importants, peut-être de monter des entreprises. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle de faire un master en IA. Ça va pas disparaître demain. Je perçois 500 € par mois avec une bourse étudiante. Donc a priori, c'est pas avec sa bourse qu'il a réussi à faire 100 000 € de patrimoine. Depuis petit, j'ai toujours été attiré par les ordinateurs et nouvelles technologies. J'ai donc été pris d'affection pour la blockchain et les crypto-monnaies. J'ai ainsi de très fortes convictions pour celle-ci. Ça se voit. Mon objectif est d'atteindre 1 million de patrimoine d'ici 20 à 25 ans, donc aux alentours des 43-45 ans. Alors avant de passer à ton cash flow, on va déjà regarder ta stratégie parce qu'elle est assez intéressante. Fin 2020, j'ai commencé à investir ce que j'avais mis de côté grâce à ma bourse étudiante dans un business d'achat-revente de sneakers, vêtements, cartes Pokémon, des objets de collection en gros, afin d'augmenter ma capacité d'épargne et ainsi faire mes premiers milliers d'euros. En parallèle de ça, je me suis lancé dans les NFT. Je vous rappelle que les NFT, c'est des tokens qui représentent des actifs, des images par exemple, des vidéos. Et donc chaque NFT est unique. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une hype en 2021, notamment avec Sora, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les CryptoPunks, tout ça. Donc toi, tu as investi fin août 2021, en ayant investi 500 $ de ma poche. J'ai fait de très beaux multiples grâce à ces actifs, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de liquidités à présent. J'étais très actif sur Solana pendant 2 ans, d'où mon relativement gros bag. Alors bon, c'est un peu du jargon crypto, mais bon, un bag, c'est en gros une position. Mon bag de Solana, mais j'ai également de bonnes convictions sur cette blockchain. Ensuite, j'ai commencé à rotate, pas mal d'anglicisme, j'ai commencé à faire tourner le portefeuille, environ 400 Solana vers d'autres cryptos tels que Bitcoin et Ethereum, car j'étais trop positionné sur Solana. FTX m'a mis une énorme claque, subissant une baisse de 98% depuis l'ATH, le all-time high, donc le prix le plus élevé. Effectivement, Solana, c'est quand même une histoire assez dingue pour pas mal de raisons. Donc là, pour info, je suis sur la page qui vous permet de suivre les cours sur Finari. Elle est d'ailleurs directement accessible depuis notre version web. Sinon, on vous mettra un lien dans la description. Et donc là, on voit en 2021, Solana, en fait, c'est un projet qui existe quand même depuis un petit moment, en 2020. Et ça a vraiment décollé très très fort en 2021, notamment parce que c'était un peu le coin, comme on disait, de Sam Bankman-Fried, qui est le fondateur de feu FTX. Et c'était un écosystème qui plaisait beaucoup parce que déjà, il y avait FTX derrière qui poussait très fort, les transactions étaient très peu chères contrairement à Ethereum où ça coûtait une fortune, et les transactions sont rapides contrairement à Bitcoin où c'est vraiment très lent. Donc c'est un coin qui a beaucoup plu et donc qui s'est envolé. On voit le all-time high de 124 €, et puis après ça s'est tout simplement complètement écrasé la figure. Mais le Solana n'est pas mort, il a survécu même à FTX qui je pense était le pire événement possible pour lui, la faillite de FTX, et il est reparti de plus belle. Et donc là aujourd'hui on est aux alentours des 175 € à l'heure où je fais cette vidéo. Donc a priori toi tu as pu acheter très tôt et investir dans ce coin qui a vraiment fait des performances assez étonnantes. Stop, petite parenthèse pour vous parler de Finari Invest. C'est la solution pour investir en crypto qu'on a lancée il y a quelques mois et ça marche du tonnerre de Dieu. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'acheter de la crypto de façon instantanée ou alors de faire un plan d'investissement, un DCA sur 25 tokens, donc évidemment Bitcoin, Ethereum, mais aussi des tokens un peu plus exotiques comme Fetch AI par exemple. L'objectif de Finari, c'est de vous offrir une plateforme hyper simple et sécurisée pour vos investissements. Ça se passe sur votre appli, c'est hyper simple de déposer de l'argent et c'est gratuit avec un virement instantané pouvant aller jusqu'à 100 000 €. Une fois que votre argent est là, vous pouvez acheter et les frais vont de 1,49% jusqu'à 0,49% si vous avez un certain statut. D'ailleurs, je sais que vous adorez les revenus passifs. Une fois que vous avez acheté votre crypto, vous pouvez la placer pour aller générer du yield en plus, et donc vous pouvez placer votre Bitcoin, votre Solana, votre Ether et donc générer des rendements qui peuvent aller de 2 à 5%. Ça dépend évidemment des mois et des opérations en cours, et les rendements sont pour la majorité payés quotidiennement, donc c'est vraiment très agréable.
Pour commencer à investir en crypto avec Finari, rendez-vous sur l'App Store, téléchargez l'app, l'inscription elle prend 2 minutes, puis c'est parti. On retourne à la vidéo. Actuellement, je consacre mon temps libre au farming d'airdrop qui m'a rapporté plus de 20K et aux ordinals, les NFT sur Bitcoin. Alors le farming d'airdrop, c'est quoi? Concrètement, les airdrops, c'est quand des nouveaux projets se lancent, ils vont distribuer des cryptos à des gens qui vont être actifs. Alors historiquement, franchement, c'était hyper simple d'avoir des airdrops. Il suffisait de faire une transaction. Typiquement, je me souviens de l'airdrop de Uniswap. Il suffisait d'avoir fait, je crois que c'était 1 ou 2 ou 3 transactions sur Uniswap pour avoir, je crois que c'était 400 unis gratuitement. Donc voilà, donc les airdrops, c'est vraiment la définition de l'argent gratuit. Et donc, a priori, les gens qui font du farming d'airdrop, c'est vraiment des gens qui vont passer beaucoup de temps sur Twitter, enfin sur X et sur les forums pour trouver les nouveaux projets, faire les actions requises et donc, quelque part, aller débloquer les airdrops. Et certains airdrops vont très bien marcher. Donc ici, on voit que notre ami a pu gagner plus de 20 000 $ avec ça. A priori, tu t'intéresses aussi aux ordinals. Alors les ordinals, franchement, j'adore, je trouve ça incroyable. Je vous ai trouvé ici quelques exemples de projets, mais concrètement, les ordinals, c'est des NFT sur Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin. On pensait que c'était impossible, mais en fait, ça l'est. Et surtout, c'est vraiment, contrairement aux NFT sur Ethereum ou sur Solana ou sur la blockchain BNB, pour moi, c'est des vrais NFT parce que l'information est vraiment stockée sur le bloc, contrairement à la plupart des autres NFT où en fait, c'est tout simplement un lien qui renvoie vers une page web et donc il faut un serveur centralisé. Et donc les ordinals, alors là, vous pouvez aller sur ce site-là, par exemple, qui recense les projets. Il y en a plein et vous avez voilà le projet que je vous montrais là, Runestone, qui est le plus gros a priori en termes de volume en ce moment. En tout cas là, selon leur classement, vous en avez pas mal. Et vous avez Bitmap que moi j'aime bien. Bitmap, c'est vraiment joli. Et donc en fait, l'idée c'est que chaque bloc miné est une œuvre d'art et les bitmaps, vous pouvez donc acheter les blocs. Et donc là, vous voyez, ça c'est par exemple un bloc qui avec à l'intérieur les différentes composantes, les différentes transactions qui ont été minées. Donc c'est assez dingue comme œuvre d'art. Et les ordinals, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe. L'idée, c'est donc de faire des NFT sur la blockchain Bitcoin et de partir du Satoshi, donc c'est la plus petite unité de Bitcoin. Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Et donc chaque Satoshi est unique. Et donc il y a même des Satoshi qui peuvent se collectionner, des Satoshi épiques, rares. Par exemple, les Satoshi après un changement de difficulté. Donc par exemple là, pour le halving, il va y avoir le premier Satoshi qui sortira de la blockchain après le halving. Il aura une valeur bien plus élevée que n'importe quel autre Satoshi. Donc l'idée, c'est de miner les Satoshi, c'est de les personnaliser et de les collectionner et éventuellement d'inscrire des choses dessus. Et les ordinals, ça a très bien marché. Donc vu que le Bitcoin est en pleine hausse, le projet ordinals peut être intéressant et il y a plein de choses à aller voir. Et même si vous voulez pas spéculer, juste pour l'intérêt artistique et tout simplement intellectuel, je trouve que c'est vraiment un projet intéressant. J'ai commencé à investir également dans les prochains narratifs, RWA, IA, DePIN, L2, ETH. Bon, je vous expliquerai à quoi ça correspond, mais donc c'est des types de projets qui sont un peu à la mode en ce moment. On va regarder certains pour voir ce qui pourrait être pertinent pour vous, qui pourrait potentiellement lead le bull run, donc qui pourrait potentiellement exploser et faire le nouveau Solana. J'ai aussi ouvert mon PEA en été 2023 et je DCA entre 100 et 200 € par mois, répartis entre 3 ETF, S&P 500, Stock 600, Emerging Markets. Donc 70, 15, 15, donc on est plutôt très exposé aux US, mais quelque part tu fais un peu le MSCI World, hein, là il faudrait qu'on regarde. Alors tu fais plutôt le MSCI World All Countries ACWI, puisque lui il a la particularité d'avoir aussi en plus l'Emerging Markets que n'a pas le World. Il a aussi du Japon, donc là il te manquerait peut-être le Japon pour vraiment avoir la représentativité totale. Le reste de ma liquidité va dans les livrets car je vais bientôt quitter le domicile familial et je garde ça de côté au cas où. Ok. Avant de passer aux questions, on va regarder ton cash flow parce que je pense qu'il est assez intéressant. Je vous rappelle que ce cash flow là vous pouvez le faire de votre côté, je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit. Si vous voulez avoir la même chose en automatique avec vos vraies transactions bancaires, vous l'avez directement dans Finari, dans l'onglet budget. Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'as ta bourse étudiante, t'as 500 € de bourse, et là franchement c'est énorme, on est sur un taux d'épargne. Alors je pense que là c'est le record absolu, 480% de taux d'épargne. C'est un record pour ce profil, 200 € en ETF, 200 € dans les livrets, et après, il faut quand même faire quelques des autres dépenses. Alors je ne sais pas comment tu manges, a priori ce n'est pas avec ta bourse étudiante, peut-être que tu te nourris de NFT Bitcoin, mais en tout cas, tu vis chez tes parents. Ah bah oui, ça c'est le hack absolu. Voilà, si vous voulez augmenter votre taux d'épargne, vous allez vous retourner chez papa, maman, et vous pourrez avoir un cash flow comme ça et un taux d'épargne énormissime. D'ailleurs, abonnement à 8 € pour Finari, évidemment, ça c'est la base de la base. Allez, on passe aux questions. Est-ce que ma pondération actuelle de 70, 15, 15 au niveau des ETF est cohérente? Écoute, j'ai envie de te dire, allons voir patrimoine, et plus particulièrement tes actions et fonds. Alors on repassera sur la crypto parce qu'évidemment c'est le nerf de la guerre chez toi. Donc t'as un PEA chez Bourse Direct, bon pourquoi pas, c'est très bien, Bourse Direct, c'est pas très cher. Si on va dedans et qu'on regarde en détail, on voit que t'as 1145 €, t'as fait
fait une performance sympa jusqu'à maintenant, 8% depuis le début de tes investissements. Et donc on voit que tu as 3 ETF, S&P 500, Eurostoxx, Emerging Markets. Quand on regarde ton exposition géographique, franchement tu es quand même assez exposé en fait aux US. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt très fort d'aller multiplier les ETF plutôt pour des raisons de simplicité, mais aussi pour des raisons de coût de transaction. Alors je ne connais pas la tarification exacte de Bourse Direct, mais généralement il y a des prix planchers par ordre, par exemple 1 euro. Donc si tu passes un ordre à 1 euro, enfin un ordre de 100 euros, tu paieras 1 euro. Si tu passes un ordre de 1000 euros, tu paieras aussi 1 euro. Donc il faudra voir la tarification dans les détails, mais si la tarification fonctionne comme ça peut être intéressant de limiter le nombre d'ordres que tu passes et donc de plutôt passer par un ETF. Ici on voit que de toute façon tes ETF ne sont vraiment pas très chers. Alors je t'aurais bien recommandé un MSCI World AQUI, mais malheureusement en PEA ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance. Tu pourrais ajouter du Topix, enfin le Japon en plus, mais franchement je ne suis pas sûr que ça soit non plus si important que ça. Si on regarde la performance du Topix sur le très long terme, c'est pas terrible hein. Là on voit depuis 2020, c'est vraiment pas terrible. Et du coup en fait, alors vu de loin, j'ai pas tous les détails, mais j'ai l'impression que tu pourrais faire deux choses. Tu pourrais remplacer tes ETF S&P 500, Eurostoxx 50, enfin Eurostoxx 600 pardon, tu pourrais les vendre, racheter du MSCI World à la place. Alors tu paierais un peu plus de frais de gestion, mais tu gagnerais aussi en facilité, en simplicité. Pour info, il y a un nouvel ETF MSCI World qui sortira bientôt chez un émetteur dont le nom se termine par ROC. Allez, je vous donne un petit indice, j'espère que vous trouverez. Et a priori, les frais sont plus bas que chez Amundi, donc ça pourrait être intéressant. La petite info exclusive. Et donc, tu pourrais très bien dire, je remplace les deux ETF par un World. Si tu gardes le Emerging Markets, tu as l'équivalent d'un MSCI All Countries. Et en plus, tu auras le Japon en bonus. Donc ça pourrait être intéressant. Moi, c'est ce que je ferais pour simplifier et pour limiter simplement le nombre de transactions. N'oubliez pas que les transactions que vous passez, elles viennent baisser votre performance, hein, naturellement. C'est pas gratuit de passer des ordres. Est-ce pertinent d'ajouter un ETF Japon car c'est le seul gros pays sur lequel je ne suis pas positionné? Bon voilà, je viens de répondre à cette question aussi un peu par hasard. Et franchement, ton allocation, elle est déjà hyper proche de ce que ferait un MSCI World. Je pense que MSCI World, on doit être à peu près à 64% d'US, là t'es un peu plus haut, mais du coup le Japon remonterait, remplacerait certainement la France. Donc pour moi c'est cohérent. Est-ce pertinent d'avoir un ETF Inde car les prévisions pour ce pays ont l'air optimales? Alors est-ce que c'est intéressant de faire de l'Inde? Écoute, actuellement effectivement t'en as un tout petit peu via l'Emerging Markets. Donc il y a plusieurs ETF qui permettent de faire l'Inde. Il y a deux choses à garder en tête, c'est que d'une part, si les prévisions ont l'air au top, c'est probablement que c'est déjà pricé comme on dit, et donc le prix reflète déjà les attentes des différents investisseurs dans le fait que l'Inde va effectivement croître plus vite que les autres marchés. Et d'autre part, quand je regarde la performance, là tu vois, sur 5 ans, c'est une performance quand même assez sympa. À toi de voir, pour moi c'est vraiment anecdotique. Oui, l'Inde va croître, mais la réalité c'est que tu l'as en fait avec l'Emerging Markets. Si tu as envie de spécifiquement développer ta conviction sur l'Inde, oui ça vaut le coup de prendre un ETF. Honnêtement, je trouve que c'est des marchés qui sont quand même encore très petits par rapport aux US et qui ont tendance à faire moins bien sur le long terme. Donc à manier avec précaution, mais ça peut être une piste intéressante quand même. Je pense que les cryptos ont encore de beaux horizons devant eux et vont continuer de surperformer les autres classes d'actifs à horizon de 20 ans, voire plus. Qu'en penses-tu et suis-je déconnecté de la réalité? Alors avant de te dire si tu es déconnecté de la réalité, on va se reconnecter avec ton portefeuille crypto. Donc là, tu vois, tu m'avais envoyé la vidéo, tu m'avais envoyé ton profil, tu étais à combien? À 99 000 en crypto, voilà, là tu es à 105 000, donc ça a encore augmenté. Tu as du Solana, donc tu en as 440, performance de dingue, 1600% depuis qu'il a fait l'investissement, voilà. Le prix de revient unitaire, il est à 10 euros, hein, donc il n'y a pas vraiment de secret. Il a acheté du Solana, alors est-ce que j'ai encore le cours? Il a acheté du Solana quand ça valait littéralement rien, hein. Alors peut-être que tu en as acheté en 2021 ou tu en as racheté pendant le crack, mais voilà, pour ceux qui se disent « Ah mais moi j'ai raté le train », regardez, vous aviez littéralement entre juin 2022 et octobre 2023 pour acheter du Solana sur des prix qui sont très proches de ceux de notre ami. Donc voilà, est-ce que le train va repartir? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait de la place. Donc toi tu as vraiment une performance de dingue, donc forcément qui dit performance dira fiscalité aussi très ssympa à la sortie, mais bon c'est normal, c'est le jeu. Tu as de l'Ethereum dans lequel tu as diversifié, ça reste comme une petite position par rapport à ton portefeuille, 10 000 euros, un peu de Bitcoin, 8 000 euros. Alors assez intéressant que tu aies moins de Bitcoin que d'Ether. Voilà, j'aurais peut-être fait l'inverse, mais bon après pourquoi pas. Faut savoir aussi que l'Ether a un peu de mal en ce moment vis-à-vis du Bitcoin. D'ailleurs un ratio que les gens regardent beaucoup, c'est le ratio BTC-ETH. Et là en ce moment c'est vrai que c'est assez dur pour l'Ethereum qui est à la traîne. Donc mais bon, t'as cette conviction là. Alors t'as un hot wallet qui doit être un MetaMask, j'imagine, sur lequel
lequel tu as des Solana, peut-être pour aller chercher les airdrops, pour aller vraiment faire de la DeFi, du Binance, 4000 €. Et donc là, qu'est-ce que tu as? Tu as pas mal de stables, Tether, USDC. J'imagine que tu as swappé, tu as converti des cryptos en stablecoin pour éviter le passage par la casse fiscalité. Et voilà, maintenant tu attends de pouvoir rentrer sur des prix plus bas. Et ensuite, tu as un wallet Ethereum sur lequel tu as du Polygon. Alors du coup, je pense que la première question à te poser, c'est est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de garder une position Solana aussi élevée, donc 78% de ton patrimoine crypto. Et je rappelle, 85% de ton patrimoine global, c'est de la crypto. Donc en gros, voilà, c'est quand même majoritairement du Solana. Si demain le projet va à zéro, ce qui est une possibilité, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pas mal d'investisseurs se disent que les projets n'iront pas à zéro, le Bitcoin peut aller à zéro, c'est une réalité. Et donc quelque part, la volatilité et le prix reflètent aussi ce risque. Donc il y a un vrai risque que ces projets aillent à zéro. Donc la question à te poser, c'est est-ce que toi, tu es prêt à garder une position aussi élevée à ton âge, et est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit? Si la réponse est non, eh bien écoute, tu connais très bien l'écosystème, donc a priori, tu peux continuer à faire ce que tu fais parce que tu l'as fait avec beaucoup de succès. Si la réponse est oui, ça t'empêche de dormir, eh bien peut-être que ça vaudrait le coup de diversifier en allant sur des projets plus gros, en renforçant notamment tes positions Bitcoin et Ethereum. On peut diversifier au-delà des Bitcoin et de l'Ethereum, on peut aussi aller sur d'autres choses qui sont comme Avalanche, évidemment Cardano, qui sont plutôt des coins du dernier bull run, mais qui continuent de se développer. Polkadot, qui est une blockchain qui est vraiment intéressante, qui permet de faire de la cross-compatibilité. Et il y a quand même un truc qui est assez marrant sur Solana, c'est tous les meme coins. Il y a notamment un meme coin que j'ai trouvé quand même assez fascinant, c'est ce token-là, dont le projet, je pense, se résume dans le fait que ce soit une photo d'un chien avec un chapeau. WeFat qui a une communauté absolument déchaînée, puisqu'ils ont récemment fait une levée de 700 000 $ sur X pour afficher leur Shiba. Je pense que c'est un Shiba, je ne suis pas spécialiste. Mais donc le dog WeFat sur la sphère de Las Vegas, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment pendant le Grand Prix de Formule 1. Donc bref, on est quand même dans la phase un peu n'importe quoi de ce bull run. Ça, c'est pour moi typiquement des signaux où je me dis, oulala, attention, ça commence à partir en vrille. Il y a des gens qui dépensent 700 000 $ pour quelque chose qui ne sert absolument à rien, pour un token qui a priori n'a aucune utilité. Attention, et donc la question, c'est est-ce que tu veux vraiment avoir ton patrimoine lié à un token qui est quand même très drivé, enfin le Solana, qui est très drivé par cette activité de meme coin. Donc tu pourrais diversifier. Et d'ailleurs, tu as cité des projets qui sont intéressants ou des narratifs qui sont intéressants. Donc tu as parlé des RWA, des Real World Assets. Et c'est vrai que les Real World Assets, c'est assez intéressant parce que, en gros, l'idée, c'est de lier des tokens avec des vrais actifs dans le monde. On pourrait imaginer que demain, il y ait des entreprises, des parts d'entreprises qui soient tokenisées. On pourrait imaginer que des bâtiments soient tokenisés, des actifs financiers, des obligations. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a BlackRock, d'ailleurs, qui a récemment annoncé qu'ils allaient massivement investir dans les Real World Assets, qu'ils avaient même lancé un fonds dédié au développement de cette technologie. Donc quand BlackRock parle, il faut écouter, puisque c'est quand même eux qui ont, c'est pas que eux, mais c'est eux qui ont propulsé en partie l'approbation des ETF spot Bitcoin. Et donc forcément, c'est une information importante et intéressante. T'as parlé de quoi d'autre? De l'IA. Alors bon, l'IA, je veux dire, t'es mieux placé que moi, puisque t'es littéralement étudiant en IA. Maintenant, moi, c'est vrai que je vois pas encore les cas d'usage très concrets. Il y a quelques tokens qui sont sur de l'IA. Donc il y a FetchAI qui est un espèce de marketplace et de tool pour développer des apps d'IA, mais vous sentez bien que c'est déjà assez nébuleux. Il y a aussi BitTensor, il y a Render. Donc il y a pas mal de projets qui sont en train de se lancer. Clairement, c'est intéressant. Et quand on regarde le prix de FetchAI, a priori, il y a pas mal de gens qui s'intéressent au projet. Maintenant, encore une fois, il faut quand même rester assez vigilant, puisque il faut voir l'application réelle du projet. Le Bitcoin a une vraie utilité, l'Ethereum a une vraie utilité. Est-ce que les tokens d'IA ont de l'utilité? C'est pas la même chose que de dire que l'IA a une utilité. Donc à creuser. Donc pour répondre à ta question très clairement, est-ce que je pense que la crypto va surperformer les autres classes d'actifs sur les 20 prochaines années? Oui, je pense. Je pense que la crypto va battre le marché action, va battre évidemment l'immobilier, va battre d'autres classes d'actifs un peu plus traditionnelles. Je pense surtout qu'il faut différencier au sein de la crypto les actifs qui ont une histoire et une vraie utilité, une communauté, et qui ont prouvé que c'était des actifs robustes qui n'avaient pas été hackés. Je rappelle que Solana, la blockchain, s'est arrêtée régulièrement. Elle s'est encore arrêtée il y a quelques mois. Donc on est quand même sur une technologie assez nouvelle encore. Et je pense que Bitcoin, Ethereum ont vraiment un avenir et seront là encore dans 20 ans et auront surperformé les marchés actions. Je pense tout simplement que la prime de risque va se resserrer, et donc la surperformance va être de plus en plus réduite. Mais c'est quand même un actif intéressant à avoir en portefeuille. Dans ton cas, ce qui est bien, c'est que tu es au tout début de ta carrière, donc tu vas pouvoir utiliser ce que tu as fait en crypto pour... moi, je continuerai comme ce que tu fais, parce que c'est hyper intéressant. Mais en
parallèle, tu peux peut-être aussi commencer à investir dans les actifs plus traditionnels pour dérisquer quelque part, parce que voilà, le profil de risque d'un ETF action, c'est pas du tout le même que d'investir sur un dog with fat. Pour revenir sur la narrative IA, c'est vrai que tu pourrais aussi tout à fait investir sur de l'IA via des actions pour acheter du Nvidia, qui est quand même la boîte IA par définition et qui est en train d'être aussi pricé par le marché pour ça. Donc forcément, le prix s'est explosé, enfin c'est complètement envolé à la hausse. Donc là, voilà, Nvidia vaut 944 $. Donc bon, sur 6 mois, on est à plus 125%, sur 1 an, on est à plus de 156%, sur 5 ans, j'en parle même pas, 2000%. Mais c'est vrai que c'est l'action IA et donc via les marchés actions, on peut aussi s'exposer à ce marché. Et surtout là, Nvidia, c'est une société qui fournit le carburant, les cartes graphiques qui permettent derrière de faire tourner les modèles. Donc ça a une vraie utilité. Il y a vraiment des clients qui payent pour avoir ces cartes, pour derrière gagner de l'argent, notamment OpenAI, mais il y en a plein d'autres. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret que des tokens qui sont liés à l'IA. Donc ça pourrait être une façon intéressante aussi de s'exposer. Évidemment, il y a plein d'autres valeurs qui peuvent être intéressantes, notamment ASML en Europe. Du coup, pour ta simulation, c'est vrai que j'ai hésité à la faire puisque c'est tellement hasardeux, c'est tellement aléatoire sur la crypto. Donc tu vois, j'ai pris ton patrimoine actuel, j'ai mis 1% bourse, 99% crypto, tes investissements annuels, et j'ai mis un taux de rendement de 12% pour la crypto. Mais franchement, enfin, tu vois, j'aurais pu mettre 50, j'en sais rien dans l'absolu. Donc dans 20 ans, est-ce que tu seras millionnaire? Non, avec ce taux de rendement-là, mais bon, tu vois, c'est assez vite vu. Hein. Si on dit que la crypto, en fait, c'est 20% par an en moyenne, bah, on est à 1,8 million, et donc il te faudrait, je dirais, allez, il faudrait que tu fasses du 15%, il faudrait que ça fasse entre 15 et 16% pour être précis, pour que tu puisses atteindre le million. Mais encore une fois, c'est tellement aléatoire, il y a tellement peu d'historique que c'est très difficile de projeter ça. Voilà, j'espère que t'as aidé. Bravo en tout cas pour ton profil que je certifie sans héritage. C'est vraiment assez admirable d'aller chercher un patrimoine aussi élevé en si peu de temps. Et la réalité, c'est que t'as pris énormément de risques, tu t'es intéressé, t'es allé dans les niches pour faire ça, t'as été assez contrariant, je pense. Donc c'est typiquement un exemple qui prouve que c'est possible, mais c'est risqué. Donc j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est dans la description. J'analyse un patrimoine comme celui-ci toutes les semaines, tous les dimanches même. D'ici là, je vous souhaite des bons investissements, faites quand même attention sur l'IA et je vous dis à très vite.